Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Dernière ligne droite entre la Sénat et les partis politiques en lice pour les prochaines élections communales et municipales. À quelques jours du scrutin, l'institution chargée d'organiser les élections a échangé avec les partis politiques sur certaines dispositions du code électoral, notamment celles relatives à l'attribution des sièges après le vote. La Sénat a expliqué aux partis les différentes possibilités prévues par la loi. La population s'apprête à aller aux urnes dimanche prochain, une élection qui va se tenir dans un contexte particulier à cause de la pandémie mondiale liée au coronavirus. Du côté de la Sénat, toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Aussi, des mesures de sécurité sanitaire sont prises pour protéger les électeurs contre la propagation du Covid-19. Nous parlerons également dans ce journal de la cérémonie de remise de matériel et d'équipement à 9 coopératives de prestation de services agricoles. C'est une initiative de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. L'objectif de ce geste est d'accompagner les agriculteurs, producteurs et prestataires de services connexes dans l'amélioration de leur rendement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Tout de suite, le développement. Les responsables de la Commission nationale autonome ont tenu ce vendredi une séance de travail avec les représentants des partis politiques en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain. Objectif de la rencontre, expliquer certaines dispositions du code électoral, notamment celles relatives à l'attribution des sièges après le vote. L'institution en charge de l'organisation des élections a expliqué aux partis les différentes possibilités prévues par la loi. Le point de la séance avec Idrissou Boukari. À quelques heures de la tenue des élections communales et municipales, les représentants des partis politiques en compétition s'informent sur les modalités d'attribution des sièges après le scrutin. La Commission électorale nationale autonome, structure chargée de l'organisation des élections au Bénin, donne aux acteurs politiques sa lecture des dispositions du code électoral relatives à la clé de répartition des sièges. Les différentes possibilités prévues à cet effet par le législateur ont été exposées et expliquées aux partis politiques. Donc nous avons mis essentiellement l'accent sur la règle d'au moins 10% des suffrages à recueillis au plan national, la règle de la liste majoritaire ou de la majorité absolue, donc de 40%, le principe d'attribution du reste des sièges, lorsque la majorité des sièges a déjà été attribuée, donc le reste, le principe d'attribution des sièges lorsque aucune liste n'est majoritaire, et puis la règle d'attribution des sièges aux candidats en fonction donc de la déclaration de candidature qui avait été déposée à la Sénat. Nous avons également mis l'accent sur des cas particuliers qui pourraient advenir, le cas où une seule liste parmi les listes éligibles arrivait à avoir 10% au niveau de l'arrondissement. Donc dans ce cas, c'est la seule liste qui ramasse les sièges prévus. Et nous avons également mis l'accent sur le cas qui pouvait advenir également où aucune des listes éligibles n'arrive à recueillir 10% au sein de l'arrondissement. Dans ce cas, les sièges ne pourront pas être répartis et donc la Sénat sera obligée de réorganiser les élections dans les arrondissements concernés. Au terme de la séance de travail, les représentants de tous les partis politiques en lice, à l'exception du Parti de renouveau démocratique absent à la séance, ont exprimé leur satisfaction de la manière dont la Sénat entend attribuer les sièges aux candidats méritants. Oui, j'ai été satisfait de la compréhension que la Sénat a des dispositions relatives à la répartition des sièges au lendemain des élections du 17 mai prochain. À la différence qu'une question reste pendante, celle relative à la reprise des élections et précisément la date. Combien de jours après la proclamation définitive par la Sénat des résultats, parce que ça aura d'impact sur l'installation des nouveaux conseils élus dans les communes. C'est un souci où à ce niveau il y a encore beaucoup de schémas. Certainement, après les concertations avec les institutions de la République, et avec le chef de l'État, il pourrait arrêter quelque chose qui pourrait satisfaire les partis politiques. La Commission électorale nationale autonome n'a pas compétence pour interpréter la loi, mais pour l'appliquer.
Rappel fait par Emmanuel Tiando, président de la Sénat. Les candidats ou les partis qui ne partageraient pas cette lecture de la Sénat ont la possibilité de saisir les juridictions compétentes. Dans 2 jours donc, les populations iront aux urnes. Du côté de la Sénat, toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Outre les matériels électoraux déjà déployés, des mesures de sécurité sanitaire sont également prises pour protéger les électeurs contre le Covid-19. La vice-présidente de l'institution fait ici le point des préparatifs à ce jour suivant. Du point de vue matériel classique électoral, tout est bon. Tout est déjà convoyé sur le territoire national. Par rapport à ça, pour nous, c'est le b.a.-ba dorénavant. Donc, vous savez très bien que les camions sont ébranlés depuis 48 heures et qu'au moment où nous sommes en train de parler, tous les départements ont reçu le matériel électoral nécessaire aux élections du 17 mai 2020. Concernant le matériel pour la sécurité sanitaire, ça fait partie cette année de notre matériel électoral. Donc, nous avons eu à expliquer à plusieurs reprises que chaque électeur, ils sont plus de 5 millions 200 et quelques, chaque électeur disposera d'un masque. Mais avant même que de porter ce masque-là, il lui sera proposé, pas proposé, il lui sera imposé le nettoyage des mains avec le gel hydroalcoolique. Donc, lorsque vous parcourrez les centres de vote ce 17 mai 2020, vous allez constater en place ce que nous avons appelé notre agent de sécurité sanitaire. Cet agent de sécurité sanitaire est installé en bonne et due forme avec un nombre nécessaire et suffisant de masques et un nombre nécessaire et suffisant de gel hydroalcoolique. Dès que l'électeur franchit la porte du centre de vote, il est soumis à ce processus-là de respect des mesures barrières. On lui propose du gel hydroalcoolique, il se nettoie les mains. Ensuite, il prend lui-même un masque qu'il porte. Pour se mettre en rang, il doit nécessairement respecter la distanciation d'1 mètre. Et tout cela est contrôlé par celui que nous avons appelé l'agent sanitaire, qui en l'espèce est quelqu'un de la police républicaine. Il arrive au niveau du poste de vote, il entre dans ce poste de vote, là, entre-temps, peut-être que par inadvertance, quelqu'un l'a touché ou bien il a eu à toucher quelqu'un, on lui nettoie encore une fois les mains avec le gel hydroalcoolique. Ça, c'est l'œuvre dorénavant du deuxième assesseur et ils sont formés dans ce sens-là. Donc, dès qu'il a les mains une seconde fois nettoyées, là, il peut toucher à quelque chose, il peut procéder à son vote, c'est-à-dire montrer sa pièce d'identité, prendre un bulletin, passer derrière l'isoloir, revenir mettre son bulletin dans l'urne, se faire induire les doigts de l'encre indélébile et avant même que de ressortir encore une fois, on lui nettoie les mains avec le gel hydroalcoolique et après tout ce processus-là, il peut rentrer chez lui. Donc, au niveau de chaque kit que nous avons envoyé dans chaque poste de vote, nous avons les masques, nous avons le gel hydroalcoolique. Voilà en ce qui concerne la protection sanitaire de nos électeurs ce 17 mai 2020. Sur le terrain, la campagne électorale exclusivement médiatique démarrée depuis le 1er mai dernier prend fin ce vendredi à minuit. Et c'est ce jour que le président de la Commission électorale nationale autonome a choisi pour délivrer son message à l'endroit des électeurs, des partis politiques et de tous les acteurs impliqués dans le processus de l'organisation du scrutin. Emmanuel Tiando a déploré à l'occasion l'attitude de certains candidats qui n'ont pas respecté les mesures barrières recommandées par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus. Le président de la Sénat invite quand même les citoyens à sortir massivement le dimanche prochain pour accomplir leur devoir civique. Voici la teneur de son message. Au terme de sa durée légale, la campagne électorale des communales, démarrée le 1er mai dernier, vient de prendre fin. Et ce dimanche 17 mai 2020, nous sommes appelés aux urnes pour accomplir notre devoir civique en choisissant librement,
celles et ceux que nous jugerons capables de présider aux destinées de nos communes durant les 6 prochaines années. En dépit des conditions inhabituelles du déroulement de la campagne, les échos qui nous sont parvenus du terrain semblent indiquer qu'elle s'est effectuée globalement dans le calme et la sérénité. Ce climat apaisé est à l'actif de notre engagement individuel et collectif à promouvoir dans nos débats politiques les valeurs de tolérance et de respect des différences. Chers compatriotes, dimanche donc, à l'appel de la République, nous serons 5 190 235 électeurs attendus dans 14 941 postes de vote regroupés en 7 840 centres de vote pour accomplir notre devoir dans le secret de l'isoloir. Il est regrettable de constater que certains candidats aient fait fi des consignes de protection sanitaire données par le gouvernement et la Sénat en organisant des regroupements d'individus sans port de masque et sans respect de la distanciation sociale. À cet effet, le gouvernement et la Sénat ont pris des dispositions particulières visant à renforcer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs impliqués dans le déroulement du processus depuis la phase du vote jusqu'à l'étape du dépouillement et de la centralisation des résultats au niveau des arrondissements. En ce qui concerne le déroulement du scrutin à proprement parler, je voudrais rassurer tous les électeurs que, comme à l'accoutumée, la Sénat s'est investie dans la préparation de cette élection en se conformant aux dispositions du Code électoral et en concertation avec toutes les parties prenantes. Pendant une quinzaine de jours, vous avez eu l'occasion d'écouter les messages des partis politiques engagés dans cette élection et de connaître aussi leurs candidats. C'est à vous que revient maintenant la parole en exprimant votre choix dans le secret de l'isoloir. Vous devez savoir que dans le jeu démocratique qui s'effectuera dimanche prochain, vous en êtes les seuls maîtres. C'est pourquoi je vous invite à vaincre la peur et à sortir massivement pour accomplir votre devoir civique. Et toujours dans le cadre du scrutin du dimanche prochain, le médiateur de la République a délivré un message à l'endroit du peuple béninois au regard de la situation sanitaire que traverse le pays. Joseph Mélenchon invite les populations à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique en gardant à l'esprit qu'il faut observer les gestes barrières suivants. Chers compatriotes, au terme des dispositions de la loi du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, la commune constitue le cadre institutionnel pour l'exercice de la démocratie à la base. Elle est l'expression, selon la loi toujours, de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Pour la mise en œuvre de cette loi et dans le cadre du renouvellement des conseillers communaux, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Ce scrutin se déroule dans un contexte sanitaire difficile, marqué par la pandémie de la Covid-19, d'où nécessité de prudence et d'actes et de gestes responsables. Le médiateur de la République, attaché aux valeurs de paix
et à la concorde sociale invite les citoyens à participer massivement, librement et de façon patriotique au choix de leurs dirigeants, de nos dirigeants à la base, tel que l'a prescrit la loi, dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, alors, allons massivement voter pour prendre notre part active au développement de nos communes. Dans un tout autre registre, comme annoncé, le gouvernement du Bénin passe au dépistage systématique de tous les voyageurs à destination du pays, ceci dans le but d'éviter le risque de propagation du Covid-19. Les résultats des tests du premier lot ont été présentés ce jeudi à la presse. Toutes les personnes testées sont déclarées négatives. La remise des tests aux voyageurs a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Clément Tchadé pour les détails. 24 heures après leur dépistage à l'aéroport de Cotonou, les voyageurs de la compagnie aérienne Air France sont ici pour prendre les résultats des tests de dépistage rapide. Ici au Palais des Congrès de Cotonou, le centre retenu pour cette phase, les nationaux et les étrangers ayant pris le vol sont venus ce jeudi satisfaire à cette exigence du gouvernement du Bénin qui fait désormais partie de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Dans le lot d'une vingtaine de passagers testés, aucun sujet positif. Ça a été un peu difficile. On nous a fait des tests, ce que je trouve très bien. Et aujourd'hui, on a les résultats, ça a été très vite. Ça nous rassure, quoi. D'accord, vous trouvez les tests très bien malgré qu'il y ait ici le paiement de 100 000 francs? Écoutez, moi je parle santé, je ne parle pas économie. Je trouve que si on nous fait faire des tests, c'est une bonne chose. Vous savez où vous en êtes. La santé avant tout, après les 100 000, je laisse les politiques gérer. Moi, la santé avant tout. Voilà. Peut-être il y en a qui n'en ont pas. Mais moi, perso, le fait de savoir où j'en suis, comme ça je peux ne pas contaminer les gens, c'est une bonne chose. On avait été informé hier, juste avant de décoller, qu'il fallait procéder au paiement de 100 000 francs CFA, soit 153 €. On a donc dû s'en acquitter avant que le dépistage n'ait lieu hier. Voilà. Pas content parce qu'on a été informé juste avant le décollage, mais quand on donne la possibilité de l'éviter, on ne peut que dire merci. Au sujet des appréhensions exprimées, le ministre a rassuré les voyageurs en destination du Bénin. Benjamin Hunkpatien a précisé que les 100 000 francs que paye chaque passager vont permettre à l'État béninois de pérenniser cette opération déjà saluée par des voyageurs. Hier, quand ils sont venus, ils ont fait les tests de diagnostic rapide déjà à l'arrivée et les prélèvements ont été faits pour la recherche de l'ARN viral par la PCR. Donc c'est le rendu de ce résultat de la PCR qui est fait cet après-midi. Et les tests ont été achetés et il faut pérenniser, c'est un truc qu'il faut pérenniser. Nous n'allons pas toujours tendre la main pour nous réapprovisionner en tests. Les 100 000 francs qu'ils ont payés couvrent 4 tests. Ils ont fait un test diagnostic rapide hier. Il y a la PCR qui a été faite aujourd'hui et ils auront encore un test diagnostic rapide et une PCR là maintenant dans 14 jours, donc au 15e jour de leur arrivée. Donc ces 4 tests qui sont réalisés dedans, c'est vraiment un forfait, ce n'est même pas le coût du test qui a été facturé. Je voulais insister là-dessus, c'est un forfait qui a été facturé. Le message à passer, c'est que c'est pour ce qui est appliqué et pour tous les passagers à destination de Cotonou. Pour renforcer sa stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, le gouvernement du Bénin envisage ainsi protéger les citoyens à travers le dépistage systématique de toutes les personnes en destination du pays une fois arrivées à l'aéroport. L'opération se poursuit et le gouvernement veut bien continuer dans la même dynamique, ceci dans la quiétude et surtout la transparence. Parlons religieux à présent. Les musulmans du monde entier et ceux du Bénin en particulier ont entamé depuis la nuit du mercredi dernier la dernière décade, entendez les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Un mois de jeûne qui se déroule en pleine pandémie du coronavirus et qui a vu toutes les mosquées fermées au plan national. Le président de l'Union islamique du Bénin a saisi l'occasion pour lancer un message aux musulmans. Voici la teneur de son message.
Chers frères et sœurs dans la foi, le mois du Ramadan a commencé dans un contexte de pandémie de coronavirus. Par la grâce d'Allah, le Ramadan s'est déroulé jusque-là sans grande difficulté. Nous profitons de l'occasion pour saluer le gouvernement et particulièrement le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour son approche participative et inclusive amorcée au début de la pandémie et prie Allah le Très-Haut de les éclairer davantage pour le reste du processus. Chers fidèles, l'activité qui va nous manquer, ce sont les prières nocturnes dans les mosquées. Ce moment de partage où les familles se retrouvent à la mosquée avec les enfants en apportant de quoi se restaurer ou de l'argent pour les plus démunis. Nous savons à quel point cette situation peut être éprouvante pour beaucoup d'entre nous et combien la fermeture peut peser et nuire au moral. Peut-être est-ce à travers cette épreuve que se trouve notre récompense, qui le sait. Peut-être facilite-t-elle finalement nos actes d'adoration. Chers adorateurs d'Allah, il est trop tôt de penser que toutes les 10 nuits sont compromises ainsi que la prière de la grande fête de fin du Ramadan qui doit avoir lieu à l'issue des 10 dernières nuits. Soyons optimistes et gardons la patience. La patience est une adoration en elle-même et l'épreuve est méritoire. Soyons donc de ceux qui patientent et qui croient en la miséricorde d'Allah. Les actions ne valent que par les intentions. Si nous avons l'intention, alors nous avons le mérite. Prenons cette épreuve avec tout ce qu'elle nous offre et ne doutons pas de la miséricorde d'Allah. Faisons de ce Ramadan le meilleur accompli jusqu'ici. Qu'Allah accepte nos prières et nous fasse bénéficier de toutes les bénédictions de ce mois sacré. Fidèle à sa vocation sociale et humanitaire, la section bénin de la Jamaat islamique Ahmadiyya vole au secours des personnes du troisième âge qui constituent de potentielles cibles pour la Covid-19. La campagne lancée ce jeudi à l'hôpital First Humanity de Kokotomé va impacter 250 personnes âgées de plus de 60 ans identifiées sur l'ensemble du territoire national. Joignant l'acte à la parole, il a été procédé à la distribution porte-à-porte de colis alimentaires et de kits de protection contre la Covid-19. Reportage. Le geste vient confirmer une fois encore la vocation hautement sociale et humanitaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin. Et comme cible concernée par cette modeste contribution de l'organisme international aux efforts du gouvernement béninois, les personnes du troisième âge. Vous connaissez que différents ONG sont en train de travailler. Parfois, ils disent qu'on va laver les mains. Parfois, on va dire qu'on va partager telle chose. Mais il y a une catégorie de gens qui sont bien âgés. Et nous ne pensons plus. Même il n'a pas moyen qu'il peut aller au marché. Certains qui sont vieux, ils sont handicapés. Donc pour cela qu'on a passé spécialement que Ahmadiyya va faire ce projet et il va aider aux autres qui sont dépassés de 60 ans. Et on va essayer qu'on va aider et on va présenter notre message, l'amour pour tous et pour personne, que nous sommes ensemble dans le monde. Pour cette campagne appelée à impacter les plus de 60 ans identifiés sur l'ensemble du territoire national, la Jamaat islamique Ahmadiyya Bénin s'associe du savoir-faire de son bras armé, First Humanity et d'autres organisations locales partenaires. Il y a des associations qui s'occupent des vieux. C'est eux qui nous ont donné en quelque sorte une liste. Une liste là, à laquelle nous devons répondre. Donc, je crois qu'en tout, on doit répondre à 250 personnes. Un lancement officiel assez sobre
marquée par la présence de représentants de l'autorité préfectorale. Je voudrais les féliciter et les encourager et les rassurer que la préfecture de la Transition sera toujours avec eux dans ces efforts qu'ils ne cessent de déployer. Puis les choses vont aller très vite. L'acte aussitôt joint à la parole. La remise du colis et du kit s'accompagne de la sensibilisation porte-à-porte qui permet désormais à Charles, l'un des bénéficiaires, d'arborer son masque réutilisable. Je sortirai désormais avec mon cache-nez et le produit que vous m'aviez apporté, je lave toujours mes mains avec. Une remise symbolique à quelques personnes du 3e âge du quartier Cocotomé, mais qui va se poursuivre à d'autres horizons avec l'équipe chargée de distribuer le reste des colis alimentaires et des kits de protection. Je l'annonçais en début d'édition, remise de matériel et d'équipement à 9 coopératives de prestations de services agricoles. C'est une initiative de l'Agence territoriale de développement agricole, la Pôle 7, qui s'est déroulée dans la commune d'Abomey-Calavi. L'objectif de ce geste est d'accompagner les agriculteurs, producteurs et prestataires de services dans l'amélioration de leur rendement. Assumons Kayan-Chambon pour plus de détails. Des kits de matériel et d'équipement remis à 9 coopératives de prestations de services par l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7. Entre autres matériels et équipements offerts à chacune des coopératives, un tricycle, 3 tirs forts, 3 brouettes, 2 décamètres, 4 pulvérisateurs à dos. Un appui pour encourager ces coopératives de prestations de services agricoles à faire davantage dans la filière ananas. La dotation en équipement des ouvriers agricoles organisés en coopérative de prestations de services agricoles permettra de régler un tant soit peu le problème d'insuffisance de la main-d'œuvre agricole et d'insuffisance de matériel et d'équipement qui constituent un goulot d'étranglement pour le bon déroulement des activités agricoles dans la perspective de l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon dans son volet agriculture. Le lot de matériel et équipement ainsi remis est estimé à près de 25 millions de francs CFA. Ce geste intervient après une évaluation de 20 coopératives. Pour le représentant du ministère de l'Agriculture, cette remise est d'une grande importance pour l'organisation et la promotion de la filière ananas. À travers ce processus, la TDA du pôle 7 joue son rôle de facilitation à l'accès aux matériels et équipements de qualité indispensables à la mécanisation agricole et au développement des filières, à l'amélioration de la productivité des exploitations agricoles et à l'organisation des producteurs en coopérative. Pour les bénéficiaires qui ont aussi reçu des kits de protection individuelle, c'est un appui qui vient décupler leur volonté de faire davantage. Ils promettent de mieux exécuter les prestations dans les exploitations au profit des producteurs. Session d'information sur le programme national d'alimentation scolaire intégrée. Les échanges sont organisés au profit des membres du bureau de la fêtière des communes du Bénin et de certains présidents d'associations régionales de communes. L'initiative de cette rencontre est portée par l'Association nationale des communes du Bénin en partenariat avec le programme alimentaire mondial. Imet Hélène Amosso pour le point. Attachés au bien-être des tout-petits, ils sont ici en séance d'information sur le programme national d'alimentation scolaire intégré PNASI. Mais présidents d'associations régionales de communes ainsi que les membres du bureau de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, sont conviés à une séance de sensibilisation et d'appropriation du projet exécuté en partenariat avec le programme d'alimentation mondiale PAM. Les échanges vont leur permettre de faire le point des acquis et de relever les insuffisances. L'autre objectif visé est d'amener les élus locaux à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires. L'organisation de cette séance répond à un objectif précis. Il s'agit de faire en sorte que l'implication des élus que nous sommes dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation scolaire intégrée, dont nous apprécions tous les résultats, soient effectifs. En effet, aujourd'hui, les questions de sécurisation des stocks de vivres, de la motivation des cuisinières
ou de leur prise en charge se pose avec acuité. Et nous, en tant qu'élus, avons les moyens d'apporter des solutions à chacun de ces problèmes. En vigueur depuis quelques années, le projet de cantine scolaire permet de nourrir au quotidien les apprenants de plus de 4000 écoles primaires. L'initiative est saluée et les résultats capitalisés pourraient permettre sa pérennisation sur plusieurs générations, selon les responsables du PAM. Et pour en arriver à cet idéal, l'organisation compte jouer sa partition. Nous avons des discussions, des échanges de façon régulière avec le gouvernement qui nous accorde toute son attention pour nous écouter et pour nous accompagner. Et nous pensons que l'un de nos messages, c'est que vu le rôle qui est attendu des élus, que nous puissions faire le plaidoyer pour que l'Association nationale des communes du Bénin fasse partie du comité technique, là où il y a des réflexions, là où il y a des discussions stratégiques, dans le cadre de l'élaboration d'un modèle national des cantines scolaires pour le Bénin. Je pense que autour de ce cadre-là, toutes les questions qui ont été soulevées, les questions de l'eau, les questions des pistes, pourront être mises sur la table et traitées au niveau stratégique. Nous avons la chance d'avoir des ministères impliqués. Je pense que c'est un cadre indiqué et que nous comptons beaucoup sur vous pour vos contributions par rapport à votre expérience et nous pensons que sur ce chemin-là, nous irons beaucoup plus loin. À la suite de ces assises, l'ANCB, aux côtés du PAM, est appelée à proposer des solutions en vue de faire face aux difficultés sur le terrain. Deux journalistes ce vendredi ont fait connaître au public le fruit de leurs enquêtes sur des thématiques variées et sensibles qui engagent la responsabilité des autorités et des dirigeants de l'espace CEDEAO. Les confrères Jacques Bocor et Olivier Alotiémé ont donc exposé respectivement les conclusions de leurs recherches sur la collecte de l'épargne publique au Bénin, l'arnaque qui défie la loi et le tarif extérieur communautaire qui est la fraude comme voie de contournement. C'est un exercice qui s'inscrit dans le cadre du projet pour des médias plus professionnels au Bénin, projet financé par Osiwa. Wahabali Para pour les détails. La deuxième édition du projet dénommé pour des médias plus professionnels au Bénin livre progressivement les résultats de ces enquêtes. Les journalistes placés sous le couvert de l'initiative Osiwa qui ont entrepris de fouiner leur nez dans les dossiers les plus sensibles mais surtout les plus risqués accouchent ici le fruit de leurs recherches. Jacques Bocor a parcouru beaucoup de régions du pays pour nous revenir avec les capacités de nuisance des structures illégales de collecte de l'épargne publique au Bénin. Le confrère se désole de ce que l'existence de l'arsenal juridique et institutionnel n'ait pu émousser l'ardeur des arnaqueurs et des ex-spoliés de ICC Service. Et nous avons titré « L'arnaque qui défie la loi ». Alors, de quoi s'agit-il? Nous venons de sortir d'un procès ICC Service qui a été largement diffusé sur les médias. Comment se fait-il que ça continue? Dans nos investigations, nous avons enregistré la plainte d'une dame relayée par Frisson FM et Banoto, le site d'information, une dame dont le tontinier est parti avec ses 400 000 francs, qui s'est plainte plutôt au commissariat d'Abomey-Calavi. Imaginez si ce tontinier a près de 1000, déposants, ou près de 1000 épargnants. Vous imaginez combien de millions ou de milliards pourrait-il faire comme spoliation? Pour le rédacteur en chef du quotidien Événement Précis, les tests qui encadrent le TEC, c'est-à-dire le tarif extérieur commun de la CEDEAO, ont dit une chose, mais bien d'États et de commerçants de cet espace communautaire s'évertuent à faire le contraire. Beaucoup ont choisi des voies de contournement qui d'ailleurs hypothèquent l'avenir du TEC. À l'enquête, je me rends compte que les acteurs et même les États utilisent des voies de contournement du TEC CEDEAO. Par exemple, les États, quand vous prenez au niveau du Togo, le Togo a mis en place des tarifs qui permettent un détournement de trafic vers le port de Lomé, ce qui amène nos importateurs à se ruer sur le port de Lomé. Et quand ils arrivent à Lomé, ils trouvent des voies toujours pour contourner le cordon douanier. Donc j'ai eu plein de témoignages sur ce phénomène. Le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin,
mais c'est le point d'orgue d'une pratique que le Nigeria a toujours eue, c'est-à-dire protéger son marché contre les produits venant du Bénin. Et mon enquête m'a permis de réaliser que il n'y a presque aucun produit fabriqué ici qui entre officiellement, je dis bien officiellement, sur le territoire nigérien parce que le Nigeria a mis en place des politiques de protection de son marché pour empêcher les importations. Les travaux des deux journalistes concluent à une anomalie qu'il faudra essentiellement corriger pour une harmonie au sein des populations et des États. Il faut dire que le projet pour des médias plus professionnels au Bénin est une initiative de la Maison des médias et financée par Osiwa. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.